Bonjour à tous, merci de vous installer. Je me présente, je m'appelle Valérie de Senneville et je suis journaliste aux Échos. Mon journal est très heureux et moi je suis très fière d'être parmi vous. Alors, je vais vous faire une confidence, mais surtout ne le répétez pas. Ça fait 20 ans qu'en termes journalistiques, je vous suis. Je suis votre profession. J'en connais toutes les difficultés, toutes les joies aussi. Et c'est un vrai plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui parmi vous. Déjà en 2004, j'ai animé un de vos congrès. J'en connais donc toute la haute tenue des débats. Alors le congrès a bien démarré. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dans les couloirs du Ballet dire on ne trouve plus un seul expert comptable, ils sont tous au congrès. Donc vous êtes tous là aujourd'hui et je vous en remercie. Hier, on vous a parlé de vous. Aujourd'hui, on vous propose de vous parler de vos clients, les entreprises. Quelle croissance pour elles? Comment les accompagner dans cette croissance? Alors, pour aborder ce problème qui est vaste, qui est au cœur de l'actualité politique et économique, des experts, une table ronde, des échanges que je me propose d'animer pour vous. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir les participants à notre première table ronde. Merci d'être là. Bonjour à vous, merci de nous rejoindre. Alors, nous n'avons dit, le terme de croissance n'a jamais été autant d'actualité. Je suppose que tous les jours, vous l'entendez. Mais concrètement, la croissance, c'est quoi pour vos entreprises? C'est quoi pour vous? Alors, les experts comptables, vous êtes au cœur de cette croissance. Vous accompagnez tous les jours les entreprises dans cette croissance. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Comment les accompagner? C'est ce que nous allons voir avec les partenaires de notre table ronde. Je vous les présente. Nous avons des experts de l'anticipation. Monsieur Monterrand, vous êtes avocat, mais vous êtes également président du centre d'information du centre d'information sur la prévention. Voilà. Du capital immatériel, Madame Andrieux, vous êtes expert comptable et présidez plusieurs commissions de l'IFA et au groupement des professions de services. Du financement, enfin, Monsieur Mullenbach, vous êtes vous aussi expert comptable, mais aussi vice-président de l'Académie des sciences comptables et financières. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Et enfin, Monsieur Ledouble, enfin non, de l'évaluation. Et vous êtes président de l'Ordre, vous avez été président de l'Ordre et entre autres activités, vous présidez aujourd'hui la Fédération française des experts en évaluation et vous êtes responsable du groupe de travail intégré à l'ORS, qui est, je le rappelle, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, on vient de le dire, la croissance, c'est un grand mot, c'est un beau mot, mais qu'est-ce que ça recouvre concrètement? Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on constate sur le terrain, Monsieur Monterrand? Alors, merci Valérie. Moi, j'interviens comme avocat au milieu de ces milliers d'experts comptables pour répondre à votre question, qu'est-ce qui marche? J'aurais tendance à dire, et j'en suis un exemple vivant, la coopération entre avocats et experts comptables dans le domaine qui est le nôtre, celui des entreprises en difficulté. Et cette coopération s'est exprimée à travers la création du CIP, Centre d'information sur la prévention des entreprises en difficulté, qui a été créé de façon informelle il y a une dizaine d'années et depuis 4 ans, grâce à Thierry Bello, ton associé, Agnès Bricard, qui est ici, ou si elle n'est pas ici, elle est tout près, Madame la Présidente, et ça a été un formidable élan qui aujourd'hui est reconnu par les pouvoirs publics, par tous les présidents de tribunaux de commerce, et ça c'est un parfait exemple de coopération, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a encore quelque chose qui fonctionne bien et qui est issu
des experts comptables avec le CIP, c'est l'assurance santé entreprise sur lequel on vous dira quelques mots tout à l'heure. Donc, effectivement, la prévention, on le voit, est au cœur du métier de l'expert comptable. Mais Jean-Louis Mullenbach, est-ce que les experts comptables sont assez présents au niveau de la prévention ? En tout cas, ils sont beaucoup plus présents depuis 10 ans et je dirais depuis qu'Arnaud Montebourg s'est attaqué aux tribunaux de commerce. Vous vous souvenez de cela? Et là, pour le coup, les juges consulaires qui n'aimaient pas forcément le CIP, etc., eh bien, s'ils sont intéressés de très près, sont intéressés aux experts comptables. Et je voudrais dire qu'il y a un boulot fantastique qui est fait par Thierry. En quelques années, le CIP a pris un envol et les experts comptables sont beaucoup plus présents dans la prévention. Cela dit, peut-être qu'ils n'étaient pas assez présents dans les problèmes de trésorerie des entreprises, parce que prévention, c'est anticiper, bien entendu. Et là encore, peut-être grâce à la crise, il y a des progrès fantastiques qui ont été faits. Il faut rappeler que pour un expert comptable, la robustesse financière d'une entreprise, sa solidité, c'est quelque chose de fondamental. S'il y a quelqu'un qui le sait, s'il y a quelqu'un qui sait que c'est indispensable au développement des entreprises, s'il y a quelqu'un qui véritablement insuffle en permanence aux chefs d'entreprise une culture de fonds propres, c'est pas évident en France, c'est bien l'expert comptable. Donc l'expert comptable est très présent, de plus en plus présent sur ce sujet de la trésorerie des entreprises et pas uniquement des problèmes de ligne de crédit à court terme, mais également des financements alternatifs. Et en plus, notre profession, alors ça c'est Agnès qui en a eu l'inspiration, qui a créé un comité financement et on a signé pour la première fois pour des petites lignes de crédit de moins de 25 000 euros, des partenariats, vous le savez, avec différents réseaux, les banques populaires, LCL, le Crédit Agricole, j'en oublie sûrement Agnès. Et on a maintenant des dossiers modélisés, c'est-à-dire que l'expert comptable, il ne sort plus uniquement des comptes et des liasses fiscales, ben, il sort aussi des budgets, des prévisions de trésorerie, des business plans qui vont permettre d'aller voir les banques pour obtenir des financements à court terme ou à long terme. Vous avez signé dernièrement, le Conseil supérieur a signé dernièrement plusieurs accords avec des banques. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs un article dans un excellent quotidien économique. Notamment avec CDC Entreprises et avec le FSI. Voilà, donc vous avez eu un beau mot, vous avez dit il faut insuffler une culture de fonds propres. Je trouve ça très beau qu'une profession libérale, qui est normalement axée sur des chiffres, insuffle une culture. Je trouve ça un très joli terme. Mais il y a d'autres choses que les experts comptables peuvent insuffler à leurs clients, peuvent les accompagner. Notamment, on parle beaucoup de capital et d'actifs immatériels. Marie-Ange Andrieux. Merci Valérie. C'est vrai qu'au moment où 2/3 de la croissance est captée dans les pays émergents et où la Chine vient de déloger à la 2e place pour le PIB mondial le Japon, les entreprises françaises doivent reconquérir la croissance et le capital immatériel sera vraiment un vecteur majeur pour la reconquête de cette croissance. Alors l'enjeu est tel que la profession s'est mobilisée et nous avons produit 12 propositions très concrètes et opérationnelles pour mettre ces actifs immatériels au service de la valeur durable de l'entreprise, autour d'une très belle plateforme d'institutions majeures de place représentant les entreprises et les acteurs des marchés financiers avec comme observateurs l'AMF, la DG6 à Bercy et bien sûr l'ANC. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons montré dans ce rapport que cette croissance, Valérie, ce sera une croissance plus durable. Parce qu'investir dans l'immatériel, c'est investir sur le long terme, dans le capital humain, l'innovation, les marques, le capital client, le capital partenaire, c'est-à-dire les racines de la valeur durable de l'entreprise, les garants de sa pérennité. Ce sera aussi une croissance plus équilibrée, avec un volet au-delà de la compétitivité coût, de la compétitivité plus qualitative hors coût, et nous en avons bien besoin parce que la France, qui est le 5e PIB mondial, n'est qu'à la 18e place en matière de compétitivité, alors que l'Allemagne est respectivement à la 4e et à la 5e place. Ce sera aussi une croissance plus inclusive des parties prenantes, parce que cette croissance immatérielle, elle se fait par des plateformes collaboratives. On co-crée l'offre avec les clients, ça se fait beaucoup dans les services. On est partenaire entre fournisseurs et grands donneurs d'ordre, comme dans l'aéronautique.
public. C'est aussi une croissance plus porteuse de sens et de cohésion sociale, parce que le capital humain est au cœur de cette croissance. Les hommes ne sont pas des centres de coûts, mais ce sont des générateurs de valeur. Et cette éthique de la croissance, je crois qu'avec la Cité des compétences, notre profession montre que nous la partageons. Et nous avons, Valérie, organisé la promotion de nos travaux, car oui, il y a une stratégie de communication et de marketing de ce capital knowledge que nous offrons à nos marchés cibles, les entreprises, mais aussi le secteur public, mais aussi les organismes de l'économie sociale et solidaire. Et parce que les PME ne doivent pas être exclues de l'immatériel, nous avons aussi mis en place un tableau de bord de l'immatériel de la PME, tout à fait modulable en fonction de la taille de l'entreprise. Alors bien évidemment, pour conclure, nous avons identifié des conditions majeures à cette croissance par l'immatériel. D'abord, il faut qu'elle trouve son financement. Et là, il y a effectivement un enjeu pour que les investisseurs financiers valorisent bien ce capital immatériel de l'entreprise. Et nous allons engager de nouveaux travaux pour poursuivre ce que nous avons déjà commencé. Et puis, il faudrait aussi une politique de l'immatériel au niveau national et européen pour que la smart economy, qui est déjà inscrite dans les objectifs de l'Union européenne 2020, devienne une vraie réalité. Donc, ce que je comprends déjà de nos premiers échanges, et je trouve ça très bien, c'est que la croissance, ce n'est pas que des chiffres. Voilà. C'est pas 1 plus 1, ça fait 2. Généralement, il faudrait que ça fasse un petit peu plus pour les entreprises, mais ce ne sont pas que des chiffres. C'est du capital immatériel, c'est aussi de la responsabilité sociétale. Dominique Ledouble. Oui, vous avez posé une question qui est qu'est-ce qui fait marcher? Et moi, j'aurais tendance à répondre la lucidité et la capacité d'anticipation. Alors, la lucidité, je reviendrai probablement tout à l'heure sur les questions d'évaluation qui sont particulièrement importantes en ce moment. Mais vous m'avez posé une question sur la RSE. Alors, vous pourriez dire, dans le fond, qu'est-ce qu'on vient nous casser les pieds avec des histoires écologistes? On n'est pas à Grenelle 2. Je vous répondrai, Grenelle 2, c'est l'apparence. Hein, c'est le décret qui va bien finir par sortir un jour et qui impose à un certain nombre d'entreprises, à commencer par les plus grandes, mais rassurez-vous, les autres suivront, de fournir une liste d'indicateurs sur un certain nombre de sujets. Mais ça, c'est l'apparence. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est qu'on observe aujourd'hui un mouvement qui vient du marché d'ailleurs et qui ne vient pas de Greenpeace, hein, un mouvement qui conduit et qui fait une pression de plus en plus importante sur les grandes entreprises, à commencer par elles, pour qu'elles donnent autre chose que des chiffres simplement financiers. Ce que les gens veulent, c'est en gros, le marché se dit, moi je voudrais, et c'est ça qui est intéressant aussi pour nous, je voudrais me trouver dans la situation de celui qui a investi en capital risque. Celui qui a investi en capital risque dans une société, il en fait 20 fois le tour. Il ne se contente pas de lire le bilan. Hein. Il regarde des choses comme le business model, il regarde des choses comme la gestion des ressources humaines, il regarde des choses comme la maîtrise des risques, le contrôle interne. Enfin, vous voyez, tout ça, ce n'est pas des chiffres. Sauf que c'est tout ça, c'est cet ensemble de choses qui font les chiffres de demain, hein, qui font les chiffres d'après-demain. C'est plutôt eux c'est le chef d'entreprise qui va faire ces chiffres-là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, bon, les grandes entreprises commencent à donner l'exemple, et on voit bien, si vous prenez des entreprises comme Air Liquide, comme Vivendi, vous verrez aujourd'hui le flot d'informations qui est donné sur des choses non financières. Oui, simplement, c'est ce mouvement-là qui est parti. Bien sûr, ce qui marche pour les grandes entreprises doit marcher aussi voilà. pour les TPE, PME et ETI. Et ce qui est important dans ce mouvement, encore une fois, qui n'est pas un mouvement uniquement sur l'économie verte, hein, bien sûr, ça comprend ça, mais pas seulement ça, c'est que ça réhabilite le long terme ou le moyen terme. Hein, on dit toujours le marché short-termiste, il voit qu'au prochain trimestre, etc. Et toute cette information qui est donnée, tout ce mouvement qui est fait pour que progressivement on arrive à ce qu'on appelle, nous, un rapport intégré, c'est-à-dire un rapport annuel qui inclut à la fois du financier et du non-financier, c'est quelque chose qui donne une plus grande profondeur à la réflexion et une profondeur sur un peu plus
que le très court terme, même si Jean-Louis a eu raison de le souligner, pour beaucoup de PME, le très court terme, c'est faire les fins de mois, c'est la gestion du cash. Bien sûr, ça c'est la contrainte incontournable. Mais dès qu'on a à peu près résolu ça, on peut commencer à regarder plus loin. Mais la capacité du chef d'entreprise à appréhender cette fin de mois, ce qu'il met de lui dans ces chiffres, cela compte aussi beaucoup. Bien sûr. C'est la responsabilité sociétale. Voilà. Et donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, aujourd'hui, vous avez beaucoup de chiffres et pas beaucoup de lettres dans les comptes. Demain, vous aurez beaucoup de chiffres et beaucoup de lettres. Bon, mais c'est très bien tout ça. On le voit bien. Pour le concret, il y a les chiffres. Mais pour le concret aussi, il y a plein d'autres choses qui tournent autour de l'entreprise. Et ce que les grandes entreprises font aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises, j'allais dire, c'est un peu comme Monsieur Jourdain. Elles le font sans le savoir, forcément. Mais c'est très bien, on a vu ce qui marchait. Mais maintenant, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, le moteur d'une entreprise se bloque? Monsieur Monterrand. Alors, un paradoxe. Je vais vous dire que ce qui ne marche pas, c'est la prévention, alors qu'elle marche très bien. Et le paradoxe est important. En gros, je vais parler de chiffres qui ne sont pas exacts, comme ça je ne prends pas de risque. 60 000 attention, vous dépôts parlez de de bilan journaliste, chaque moi année. j'adore les chiffres. Alors. Donc, 60 000 entreprises se retrouvent dans les tribunaux en vue de l'ouverture d'une procédure collective. Il n'y a que 3 000 entreprises qui s'adressent au président du tribunal de commerce pour demander soit un mandat ad hoc, soit une conciliation. Or, lorsque l'on demande un mandat ou une conciliation, on recueille pour avoir un accord une unanimité, et cette unanimité qui règle les problèmes normalement, définitivement, est obtenue dans 2 cas sur 3. Ça veut dire qu'en prévention, on arrive à résoudre les problèmes économiques d'une entreprise, 2000 entreprises par an. Vous voyez la nécessité de faire parler de la prévention. Or, 60 000 entreprises qui déposent le bilan chaque année et seulement 5% qui s'adressent en prévention au président du tribunal. Ça, c'est un dysfonctionnement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la croissance, il faut prévenir? Il faut prévenir des ratés de croissance pour continuer à croître? Bien sûr, parce qu'une entreprise, une personne morale ou une personne physique qui exploite une entreprise, eh bien c'est comme quelqu'un qui traverse des difficultés. On peut avoir une grippe, on peut avoir une maladie plus importante, on va consulter le médecin. Eh bien pour une entreprise, c'est la même chose. On va voir le président du tribunal lorsqu'il y a des difficultés. Prévenir, c'est guérir. Prévenir, c'est guérir, anticiper, ce devrait être la règle d'or pour tous les chefs d'entreprise. Et vous avez tout à l'heure fait la comparaison entre ce que font un certain nombre de grandes entreprises et ce que font les petites entreprises. Or, qui s'adresse à la prévention au président du tribunal de commerce? La plupart du temps, des grandes entreprises. Or, 90% des entreprises qui font un dépôt de bilan ont moins de 9 salariés. Et la plupart des entreprises qui vont en prévention ont plus de 9 salariés. Et pourquoi? Parce que la prévention n'est pas connue. Parce que la prévention coûte cher, et c'est la raison pour laquelle... Mais pourtant, tout à l'heure, Monsieur Mullenbach, vous nous avez dit que les experts comptables étaient là auprès des entreprises. Alors, Le tribunal fait peur, si vous voulez, en France. Et aussi, il fait peur aussi aux experts comptables, alors? Non, les experts comptables, si vous voulez, le chef d'entreprise est toujours convaincu qu'il va pouvoir s'en sortir, qu'il va trouver un arrangement avec son banquier, avec l'administration fiscale, etc. C'est dramatique. Hein. Je crois vraiment que nos confrères sont totalement conscients de cela parce qu'ils voient tellement de PME qui vont au tapis. Mais il y a quand même culturellement, si vous voulez, c'est pas évident. Oui, mais alors, justement, Dominique Ledouble, alors comment faire pour que les experts comptables qui aujourd'hui nous écoutent arrivent à convaincre les chefs d'entreprise qui sont leurs clients tous les jours? Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit bien que quand les difficultés apparaissent dans les comptes, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que les facteurs qui ont fait que l'entreprise allait mal ont agi en anticipation. Bon. Donc ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure, qui est qu'il faut que nous nous intéressions et que le chef d'entreprise s'intéresse à un certain nombre de facteurs qui constituent son entreprise et dont la détérioration va
probablement pas tout de suite, mais progressivement aboutir à un dépôt de bilan. Bon. Donc c'est l'intérêt de toute analyse qui va au-delà des comptes tels qu'ils sont, même si bien sûr il faut partir des comptes, hein, mais pour essayer de voir ce qui fait qu'on fait tel résultat et à partir de là comment on peut réagir. Une autre chose qu'il faut voir, je parlais tout à l'heure de lucidité, et Jean-Louis a raison. Quand on est optimiste, on est chef d'entreprise. Quand on est pessimiste, on est commissaire aux comptes. Il ne faut pas que ça soit l'inverse, évidemment. Nous, on est journaliste, vous savez. Hein, voilà. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et donc, il faut évidemment que l'optimisme naturel, chevillé au corps du chef d'entreprise, soit quand même temporisé par la lucidité. Bon. Prenons un simple exemple actuellement. Bon, vous avez vu la polémique qui est née depuis 3 jours sur l'imposition évidemment excessive des plus-values de cession d'entreprise. Bon, il faut quand même se poser la question de savoir si les plus-values sont là avant qu'elles soient taxées. Bon. Or, qu'est-ce qu'on voit actuellement ? Quel est le résultat strictement financier, l'incidence strictement financière de la crise ? 2 choses très simples, par exemple. Une banque a fait une étude qui est parue il y a 3 semaines pour vous dire que sur le stock 600, c'est-à-dire les entreprises cotées en Europe, les 600 entreprises cotées en Europe, les premières, il a été passé l'année dernière des dépréciations de goodwill pour 75 milliards d'euros. Bon, ça veut dire que l'immatériel existe, mais l'immatériel, ça disparaît aussi. C'est le cas. Bon, hein, voilà. Vous avez des choses de genre. De même, aujourd'hui, tous ceux qui font un peu de finance dans la salle, et il y en a naturellement beaucoup, le savent. Aujourd'hui, certes, le taux sans risque diminue, mais l'aversion de l'investisseur au risque, elle a augmenté vertigineusement. Hein. Et aujourd'hui, on le voit bien quand on fait des opérations d'offre de retrait, il n'y a plus besoin de donner une prime. Le seul fait de donner la liquidité suffit. C'est-à-dire qu'il y a une prime qui est donnée à la liquidité qui est considérable. Bon, le résultat de tout ça, c'est quoi ? Ben, ça veut dire que le taux auquel vous actualisez vos flux, lui, il a beaucoup monté. Donc votre valeur, elle a diminué. Hein, bon, ben, c'est des phénomènes comme ça. Il faut que... Alors les gens ont du mal à ça, ben, ils disent, ben, mon entreprise, c'est mon entreprise. Elle marche aussi bien qu'il y a 3 ans, donc elle vaut la même chose. On dit, non, monsieur, non, plus du tout la même chose. Ah bon ? Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a là un certain nombre de phénomènes dont il faut que les gens, les chefs d'entreprise soient conscients. Et puisque nous sommes au Congrès de l'Ordre, je renvoie tout le monde à l'excellent manuel d'évaluation qui vient d'être publié par la Maison et qui vous donnera la façon concrète d'expliquer ce genre de choses à nos clients. Un manuel d'évaluation ? Jean-Louis, mais justement, vous présidez un groupe de travail, vous nous en avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots là ? Oui, 2 mots, Valérie, je reviens à ça, 2 mots sur ce qu'a dit Dominique qui me paraît important. Il y a aussi l'aspect culturel de l'expert comptable. Tu as parlé de scepticisme, Dominique. Quand on est commissaire aux comptes, le scepticisme est une hygiène professionnelle. Bon, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que Valérie a parlé de profession libérale tout à l'heure. Valérie, nous sommes en train de nous transformer à toute allure. Nous sommes des entreprises de services aujourd'hui. Beaucoup de cabinets ici présents, je parle de cabinets moyens, de petits cabinets, créent des lignes de service, ont des spécialistes juridiques, fiscaux, droit social, développement durable. Nous, on monte, vous voyez, une ligne de service crédit au cabinet. Mais je vous ai dit que j'avais commencé à vous suivre il y a 20 ans. Alors, c'est comme la première et la deuxième chaîne. Vous savez, j'ai un petit peu de mal à passer. Voilà. Mais vous êtes des entreprises c'est important, et des si vous voulez. Je pense entrepreneurs. qu'il y a une transformation de nos cabinets, c'est complètement essentiel. Alors, votre question, Valérie, il y a un truc qui marche pas bien en France, et il y a René Ricol qui connaît parfaitement le sujet, c'est les PME de croissance et les ETI. Les PME de croissance, on parle de PME, je ne parle pas des start-up, on pourra y revenir, où l'expert comptable est quand même très présent. Mais dès qu'on dépasse 100 salariés, vous savez, les ETI sont les entreprises à taille intermédiaire, entre 250 personnes et 5000 personnes. Il faut savoir qu'en France, nous avons 2 ou 3 fois moins de TI qu'en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Italie. Et là, je crois, si vous voulez, que les experts comptables ne sont pas suffisamment présents sur ce marché. Parce que ces ETI, quelque part, elles sont performantes. Il faut savoir que ça représente 40% de l'emploi industriel en France, 40% des exportations françaises.
on parle de compétitivité, qu'en général, elles incarnent un capitalisme vertueux. Ce sont des sociétés où il y a une culture d'entreprise forte, où il y a une vision à long terme, où il y a des dirigeants qu'on connaît, il y a un ancrage social. Donc ce sont des entreprises qui ne sont pas encore des grandes entreprises cotées des sociétés du SBF 120, mais qui peuvent aider à la croissance de demain. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a créé un groupe de travail en juillet 2011 avec Agnès, PME de croissance et ETI, et on a essayé de réunir tous les représentants d'entreprises, aussi bien des associations comme Croissance Plus, Middle Next, ASMEP ETI, des institutionnels comme la Caisse des dépôts, CDC Entreprises, le FSI, des banques, et on pourra peut-être parler des propositions, si vous voulez, comment les experts comptables peuvent intervenir pour aider les ETI à faire de la croissance. Et puis un point important, c'est vrai, Dominique, qu'il n'y a pas beaucoup de plus-value, etc. Mais l'important, c'est quand même d'encourager le risque en France. Si vous voulez, la grande faiblesse pour les start-up, pour les nouvelles technologies, pour les boîtes immatérielles dont parlait Marie-Ange, la grande faiblesse, c'est qu'en France, on a très peu de business angels, très peu, on n'a pas de capitaux risqueurs. Le capital venture par rapport aux autres pays, alors je ne parle pas des États-Unis, du Japon, c'est évident, mais même du reste de l'Europe, est très peu développé. On n'a pas de love money, si vous voulez. La love money, c'est quoi? C'est le fait qu'on a envie de prendre des risques colossaux, au risque de tout perdre, sur son argent personnel. Donc il faut vraiment que la puissance publique encourage cette culture du risque. Et ça, on verra tout à l'heure. L'après-midi, nous avons des représentants de la puissance publique, comme vous dites, qui viendront nous en parler. Mais on parlait de Manuel de tout à l'heure. Et restons dans le concret. Madame Andrieux. Moi, je pense que pour éviter que le moteur ne se grippe, et notamment les risques immatériels que soulignait le président Ledouble, c'est qu'il nous faut développer une gouvernance de la croissance pour restaurer la confiance. Cette institution invisible qui fonde le développement économique des entreprises. D'ailleurs, la qualité de la gouvernance est désormais un critère incontournable d'attractivité et de croissance pour les entreprises, parce que c'est leur réputation qui leur permet de lier des relations durables avec leurs partenaires ou de lever les financements nécessaires à leur croissance. Or, nous avons identifié un écart d'image défavorable entre la perception qu'ont les investisseurs de la gouvernance française et la réalité de cette gouvernance. Il fallait donc se mobiliser. C'est ce qu'a fait le Conseil supérieur avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux côtés de l'IFA et de Paris-Île-de-France Capitale économique et d'une très belle plateforme d'institutions prestigieuses. Nous venons de sortir ce rapport, la gouvernance des sociétés cotées à l'usage des investisseurs, d'ores et déjà disponible sur le site des experts comptables avec, comme vous le voyez, pléthore d'institutions partenaires de ce travail. Et nous démontrons quand même que la gouvernance des sociétés françaises, elle s'est beaucoup améliorée sur les dernières années et que dans certains domaines, elle atteint même les meilleures pratiques internationales. Nous avons concrètement, pour répondre à votre question, en deux mots, identifié 3 leviers d'attractivité, l'équilibre des pouvoirs et notamment le rôle important que doit jouer le conseil d'administration, parce que la qualité du pouvoir, c'est la qualité du contre-pouvoir, mais aussi la performance des instances de gouvernance. Et là, on parle de diversité de compétences, on parle d'indépendance des administrateurs, on parle de genre. Permettez-moi juste, Valérie, de dire qu'en tant que coprésidente de l'Association des femmes experts comptables administrateurs, le capital féminin a un rôle à jouer dans le croissance. Et surtout la transparence ou le rôle de l'expert comptable, que ce soit pour l'information financière ou extra-financière, est essentiel parce que pas de transparence, pas de confiance, donc pas de crédit, donc pas d'investissement, donc pas de croissance. Donc dans cette affaire, Valérie, pour reprendre ce que disaient nos panélistes, les experts comptables n'ont pas à être optimistes, ils n'ont pas à être pessimistes, ils ont à être déterminés. La détermination, je vais en avoir pour maintenant clore cette table ronde, parce que nous avons vu que concrètement, il y avait énormément de projets, que les experts comptables étaient déterminés et proactifs dans la croissance des entreprises. Il me reste, madame, messieurs, à vous remercier infiniment d'avoir défloré pour nous quelques aspects de la croissance des entreprises. Merci beaucoup. Je vous invite à applaudir nos invités. Get a good feeling, yeah.
Voilà, première table ronde de cet après-midi. Nous voyons qu'il y a plein de projets, plein de choses concrètes à faire. J'aimerais maintenant inviter René Ricol et Étienne Bernard à monter sur scène pour un échange que nous espérons très riche, j'en suis sûre. Merci à vous d'être là. Merci, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, ben, vous avez le droit de vous asseoir, c'est compris, dans le prix de l'après-midi. Donc, merci d'être là avec nous, monsieur Bernard. Je rappelle que vous présidez le comité TPE, PME et ETI du MEDEF. René Ricol, j'ose à peine vous présenter, je ne vous présente pas, c'est pas la peine. Tout le monde ici dans la salle vous connaît. Alors, on parle de croissance depuis le début de l'après-midi. On souhaite être concret. On parle de croissance de TPE, de PME et de PMI, et d'ETI aussi. Alors, ce terme d'ETI, j'ai cherché parce que je trouve que c'était un beau projet et un beau marché aussi pour les experts comptables, parce que ce sont des entreprises que l'on voit croître, que l'on voit grandir. Pour vous, ça doit être extrêmement valorisant d'être avec eux tous les jours. Alors, j'ai découvert une étude d'un grand cabinet d'expertise comptable sur lequel j'aimerais vous faire réagir. Et cette étude montre que les ETI, pour 91% d'entre elles, prévoient le maintien ou la hausse de leur activité dans les 2 années à venir. C'est une étude qui n'est pas si vieille que ça, malgré la crise. Cette étude date de mars 2012. Et elles disent aussi, pour 67% d'entre elles, qu'elles souhaitent le maintien de leur effectif. Monsieur Bernard, vous pensez quoi? Vous pensez que cette étude est réaliste? Je crois que les entreprises ETI, les PME et les TPE, les PME et les ETI notamment familiales, ont montré pendant la crise leur grande résilience et leur grande volonté de conserver leur personnel parce que c'est leur actif, c'est ce qui est le plus important chez eux et c'est pour ça qu'ils se battent pour ça. Ce que je voudrais dire, c'est que je veux croire à tout ce qu'on veut, mais c'est pour ça que tout à l'heure je vais vous quitter un peu vite. On peut inventer tout ce qu'on veut, on peut réfléchir à tout ce qu'on veut, mais il faut arrêter de casser la machine. Et je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui, où on est en train de parler d'un budget contre lequel le MEDEF s'oppose lourdement, je ne peux pas m'empêcher de commencer en vous disant, écoutez, oui, on va garder nos effectifs, on va faire tout ça, on va faire notre possible, mais cette histoire de plus-value, il faut revenir en arrière. La compétitivité des entreprises, c'est la première chose qu'il faut regarder. Et ensuite, il faudra regarder comment on peut faire pour que notre vie au sein des entreprises s'améliore. Et bien entendu, l'expert comptable est un partenaire indispensable et on le sait au niveau du MEDEF et on le sait au niveau des PME et on peut faire toujours plus. Justement. Justement, cette croissance, comme vous dites, il ne faut pas casser la machine, vous avez parfaitement raison. Et certains entrepreneurs se sont un peu rebellés, ils ont lancé un manifeste, parlait des pigeons. René Ricol. Oui, moi, rapidement sur les ETI. D'abord, les ETI qui ont répondu à cette enquête sont beaucoup dans le domaine de l'aéronautique et on sait que c'est le seul domaine qui, pour les 3 ans qui viennent, a un potentiel de croissance spectaculaire. Deuxièmement, j'ai déjà dit devant cette salle et devant mes amis, la meilleure manière de faire des ETI, c'est de faire fusionner des PME. Tout ce qui est de nature à pousser à la fusion des PME est une bonne chose. Et je redis à la présidente de l'Ordre que je ne serais pas scandalisé qu'on introduise le success fee pour les professionnels comptables qui favorise le rapprochement de PME. Parce qu'évidemment, 2 PME qui fusionnent, il risque d'y avoir qu'un seul expert comptable. Celui qui perd, c'est pas normal qu'il y ait un success fee. Je reviens à l'histoire des pigeons. Et pour vous dire, chers amis, exactement ce que je pense, je préférais qu'on supprime la commercialité et qu'on vous permette d'avoir des success fees. Voilà ce que je pense vraiment. Voilà. Je ne sais pas qui a eu l'idée de permettre à notre profession de se lancer dans la vente de chaussures ou de costumes. Je vois peu d'avenir dans ce domaine. Oui, parce qu'il y a un texte de loi qui a été voté dans des conditions invraisemblables.
Je pense que par contre, le success fee est quelque chose de normal. Quand on réussit une belle opération, c'est assez normal d'avoir un complément de rémunération. Je le dis, j'avais un peu sur le cœur. Je suis content de pouvoir le dire. Voilà, vous pouvez applaudir bien, parce que vraiment, voilà. J'allais dire faites comme chez vous, mais vous êtes un peu chez vous ici. Oui, alors. non, mais je me sens assez chez moi. Voilà, il n'y a que des amis là. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle un peu sérieusement. Ça tombe bien, Monsieur le Président, vous allez visiter les ministères. J'ai choqué quelques-uns de vos amis l'autre jour avec Edwige Chevrillon en passant une heure avec elle sur BFM TV. Je voudrais exactement revenir sur ce que je crois, si vous voulez. Premièrement, nous sommes ici tous comptables. On est capable de lire le déficit de ce pays. Nous n'éviterons pas, quoi qu'on fasse, un alourdissement de la fiscalité. On ne l'évitera pas, il faut l'accepter, on le sait bien. C'est la raison, on ne peut pas continuer à dépenser pour compte de nos enfants. Et je voudrais être un peu clair, si on me donne 30 secondes là-dessus ou une minute. La fiscalité, c'est d'abord la fiscalité des personnes. Qu'on mette une tranche à 45% au-delà de 150 000 euros de revenus, je ne dis pas que ça me fait plaisir, hein, je vais en souffrir. Mais ça me paraît assez normal. Qu'on mette une tranche, je l'ai déjà dit, à 75%, c'est absurde. Pourquoi? Parce que ça offre un alibi formidable à un ensemble de grands groupes qui voient des équipes jeunes de management demander à être expatriées. Et je l'ai dit au président de la République, on risque de se réveiller avec des groupes qui seront partiellement partis. Aujourd'hui, au moment où on parle, quand on monte par l'escalier dans les grands groupes, il y a des étages qui sont vides. Vides. Ces étages-là... Ils sont déjà partis avant les 75%? Ils sont partis tout de suite. Ils ont anticipé? Non, ils sont partis tout de suite. La vitesse du mouvement m'effraie beaucoup. Parce que les départements corporates, les départements internationaux sont partis à Londres, à Hong Kong, voire au Brésil. Les entreprises qui ont déménagé leur département. Voilà, donc il n'y a pas de déménagement de sièges sociaux, il y a un truc qui est plus sournois, et ça c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Autrement dit, je souhaite que le patronat soit responsable et dise oui, il y a une tranche de 45%, ça ne nous fait pas plaisir. On l'a eu dans le passé, j'ai été formé par Raymond Barre, il a de temps en temps donné des vrais coups de massue fiscaux, c'est normal, on va le faire, ça ne nous fait pas plaisir. Non aux mesures qui sont de nature à donner un alibi à des gens pour partir, parce qu'il y en a déjà assez qui sont partis, et si on évitait la fuite. Deuxième élément, sur les plus-values de cession. Sur les plus-values de cession, nous savons tous, c'est notre métier, que la chose la plus dramatique dans une entreprise, dans une belle entreprise, c'est l'âge du capitaine. Et quand l'âge du capitaine se met à dépasser dangereusement certaines limites, mettons 70 ans, il est urgent que le capitaine passe la main. Ce qui se passe aujourd'hui et que les annonces qui sont faites, c'est que le capitaine dit « je vois aucune raison de passer la main ». Parce que sur le fond, ça ne me rapporte rien, vaut mieux que ça dure. Donc c'est une perte de richesse sur le pays. Mais... Donc évidemment, je vais jusqu'au bout de ma petite démonstration, parce que j'aurais à faire complète. Évidemment, la taxation en moyenne à 34% des plus-values de cession, qui était déjà au-dessus de celle des Allemands, je pense qu'aller au-delà de ça, c'est déraisonnable. Et qu'il faut par conséquent, pour les cessions d'entreprise, rester au régime ancien. Faisons le méthode de calcul que l'on veut, mais franchement, il ne faut pas plaisanter avec ça. Que de l'autre côté, un patronat responsable dise que les spécialistes de « j'achète une petite boîte de technologie, je la développe un peu et je la revends à l'Asie ou aux États-Unis, soient taxés à 100%, ça ne me gêne pas du tout ». Autrement dit, je voudrais qu'on ait une vraie position argumentée, vous voyez ce que je veux dire? Pas simplement dire non à tout, dire oui à tout. Je voudrais qu'on dise, pour les personnes, hausse de la fiscalité inévitable, 75% absurde. Pour les entreprises, la spéculation que nous dénonçons tous, qui nous a fait tellement de mal, qui entraîne de la perte de technologie, on taxe à plein sur l'impôt sur le revenu. Oui, parce que c'est du potentiel d'emploi et de richesse pour la France qui disparaît ailleurs, et c'est normal. Et par contre, l'entrepreneur qu'on taxe et qu'on empêche de vendre une entreprise qu'il a créée et qui a fait des emplois, qu'on taxe dans les conditions où on s'apprête à le faire, c'est anormal. Je voudrais qu'on ait cette position balancée pour être crédible et respecté. Voilà. Monsieur Bernard, vous avez l'impression que le MEDEF dit non à tout? Non, absolument pas. Je me sens très à l'aise avec ce que dit M. Ricol. En plus, je n'ai pas de problème. Au nom du comité TPE, PME, ETI, on se bat depuis des semaines sur cette histoire de plus-value.
Nous savons tous qu'il faut trouver des recettes fiscales, mais on sait tous aussi qu'il faut faire des économies. Donc je rajouterai à votre discours, oui, on augmente les impôts, mais moi j'y croirais plus quand on baissera aussi de façon plus importante les dépenses de l'État. Petit complément de ce que vous avez dit. Ensuite, aujourd'hui, dire à des jeunes, vous montez une entreprise, on sait qu'on a en France des vraies compétences pour monter des jobs qui vont durer 5 ans, 7 ans, 10 ans. Vous allez le monter et on va vous coller à la sortie 60% d'impôts au lieu de 35% aujourd'hui, alors que je vous rappelle qu'en 2006, on avait annoncé qu'à partir de 2012, les 19%, puisque vous savez que c'est 19 plus 15, je ne vais pas vous faire de cours à vous. 34. Ok, merci. Les 34% se décomposaient en deux. Il y a la partie CSG qui reste et il y avait les 19% qui devaient baisser. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous voulons porter le message que oui, il faut tous faire des efforts. Oui, moi aussi, je payerai du 45. Mais il n'est pas logique de confondre d'abord revenus salariaux, revenus du capital. Et pire, il est absurde de confondre une cession d'un actif de capital avec un revenu du capital. Donc tout ça va trop loin aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'exaspération qui est montée depuis des semaines, nous avons été, la semaine dernière, on communiquait largement là-dessus, on est suivi par les pigeons aujourd'hui, et pourquoi pas. Bien entendu, il ne faut pas exagérer, il faut regarder les choses objectivement. Mais s'il vous plaît, ne cassons pas le moral des entrepreneurs. Parce qu'une fois qu'on aura cassé le moral des entrepreneurs et empêché l'argent de venir pour avoir des actionnaires, on peut parler de ce qu'on veut, mais on n'aura pas grand-chose à faire. Il va être applaudi, mais on peut rester une seconde. On est sur quelque chose que vous allez négocier, c'est très important. S'il y en a un qui est bien placé pour savoir les richesses incroyables en technologie de ce pays, c'est moi. J'ai passé 3 ans dans quelque chose qui n'est pas discuté par le nouveau gouvernement, les investissements d'avenir. J'allais en parler. Le Aller commissariat. chercher partout les pépites avec une révolution culturelle, c'est qu'au lieu qu'on dise on décide par avance de ce qui est bien pour le pays, on fait monter les projets et des jurys internationaux choisissent ces projets. Je voudrais vous dire qu'il y a de mon point de vue 2 catégories d'entrepreneurs. Ceux que j'ai envie de ne pas voir imposer, ce sont les bons. Ce sont ceux qui développent de l'emploi et leur savoir-faire en France, qui savent aussi aller passer des deals à l'étranger, monter des entreprises. Et puis il y a une race que je n'aime pas. Et cette race, elle a fait beaucoup de mal. Et c'est pour ça que je ne signerai pas le manifeste des pigeons, parce qu'il y en a quelques-uns que je reconnais parmi les initiateurs du projet, qui sont des gens qui sont des spécialistes pour savoir acheter la bonne technologie, la développer un peu et la vendre aux États-Unis ou à l'Asie. Et eux, franchement, on leur mettrait 100%, ça me fait ni chaud ni froid. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense que vraiment, l'appel que je fais là, c'est celui de la solidarité nationale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne pénalise pas les gens qui se sont montrés solidaires dans leur vie d'entrepreneur, qu'elle soit courte ou longue. L'entrepreneur jeune qui, au bout de 3 ans, vend une entreprise pour en recréer une autre, franchement, il mérite le respect. Celui qui passe son temps à aller chercher les meilleures pépites de nos chercheurs, généralement financés par le public, pour mettre un peu d'argent dedans et ensuite les vendre à l'étranger dans une plus-value et qui explique qu'en même temps il fait son devoir national, celui-là, il ne m'intéresse pas. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un distinguo clair entre l'entreprise spéculative, j'achète pour revendre, et ça, c'est pas sympathique pour nous. Il y a même une espèce de sentiment qui me choque. Les Anglais ne font pas ça, les Allemands ne font pas ça, les Japonais ne font pas ça. Donc lui, je ne me sens pas solidaire de lui ou d'elle. Ce n'est pas un entrepreneur au sens où nous, experts comptables, on aime les servir. Et puis il y a les autres. Et les autres, évidemment, ce qui est en train de se préparer, c'est inadmissible. Mais le plus grave de ce qui se passe en ce moment, en dehors de taux qui sont absurdes, sur lesquels il faudra bien revenir, c'est qu'on fait un mélange de genres. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois qu'il faut qu'on clarifie ça. On est en train de donner le sentiment, parce qu'on a quelques exemples de mauvais joueurs, de ceux qui font de la spéculation sur le savoir-faire français. Et en réalité, on traite tout le monde comme si tout le monde était comme eux. Mais non, c'est l'exception. Alors ceux-là, ils ont le courage de dire, on n'est pas solidaire d'eux, par contre les autres, il faut les préserver. Ça me paraît important de mettre ce distinguo et qu'on arrête de traiter comme des bandits des gens qui ont consacré leur vie à créer de l'emploi dans ce pays et qui sont formidables. Bien sûr.
Entrepreneur, il n'y a pas de plus beau mot que le mot entrepreneur et le mot entreprise. Je pense que tout le monde est d'accord ici. Et merci, Monsieur Rigol, de parler vrai, mais on l'a vu tout à l'heure. Il faut donner du sens à cette croissance et pas, au nom de quelques mauvais joueurs, comme vous l'avez dit, casser cette croissance. Monsieur Bernard. Oui, bon, je pense qu'il y a toujours dans toute collégialité des bons, des mauvais, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un décourageant que moi, je n'ai que 37 ans de vie professionnelle, j'ai quand même jamais vu à ce point des gens qui disent mais où est-ce qu'on va? Et je pense qu'il faut faire passer le message, ne pas le brouiller et expliquer qu'on est d'accord pour payer des plus-values, mais pas n'importe quoi. On est d'accord qu'il faut des impôts, mais pas n'importe quoi. Je voudrais rebondir sur l'histoire de l'ETI, parce que je préside, enfin j'ai une entreprise qui est une petite ETI, je connais un peu ça, et revenir ETI, expert comptable. Tout à l'heure, j'ai écouté votre débat, et il m'est revenu deux remarques. La première, après René Ricol, Gérard Ramex, il y a eu en France quelque chose d'assez puissant, qui a été la médiation du crédit. La conclusion de la médiation du crédit a été, finalement, si les entreprises et les banquiers parlaient le même langage, on arriverait à quelque chose. De là est sorti un mouvement vertueux qui s'est fait avec les experts comptables, qui s'est fait avec les commissaires aux comptes. J'ai compris qu'enfin, moi j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes entreprises. Enfin, il y a ces deux responsabilités différentes. Il y a une frontière que je connais bien. Et je crois que là déjà, vous avez, nous entreprises, on a à bien comprendre l'intérêt et le rôle que peut jouer l'expert comptable dans cette prévision. Et je voudrais y rajouter, peut-être, si vous le permettez, vu de ma place d'entrepreneur, une demande. Lorsque l'on grossit, on a l'habitude d'intégrer un certain nombre de choses dans notre entreprise. Par exemple, on a un service comptable qui grossit et on a tendance à se passer d'une expertise comptable extérieure. Et quand on veut avoir affaire à une expertise comptable extérieure, on veut avoir affaire à des spécialistes dans un domaine donné. Eh bien, je voudrais que vous compreniez que nous, on doit être capable également de vous comprendre, de choisir dans vos spécialités votre caractéristique. Je suis industriel, j'ai envie d'avoir un expert comptable qui puisse m'apporter le benchmark de son expérience partout ailleurs. Et là, il y a une richesse formidable à développer et à mettre en partenariat qui, me semble-t-il, a un petit peu disparu. On ne doit pas, et nous, MEDEF, et nous, chefs d'entreprise, on doit dire à nos collègues, votre expert comptable, vous devez le choisir en fonction de ce que vous voulez qu'il vous apporte. Ce n'est pas simplement un type qui va vous faire le compte à la fin du mois. Donc, le passage d'une ETI, une ETI, c'est quelqu'un qui grossit un peu vite, qui a des tas de problèmes, il faut changer des tas de tuyaux, c'est très compliqué. C'est là qu'on a encore plus besoin de vous. Eh bien, croyez-moi, sur la place de Paris, par exemple, quand vous voulez trouver un expert comptable, essayez de comprendre quelle est la spécialité, etc. Ça n'est pas si évident. Il me semble que là, il y aurait peut-être quelque chose à développer dans votre communication vis-à-vis de nous, vos clients. Alors, je crois que, je ne voudrais pas trahir un secret, mais je crois que la présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables est dans la salle. Donc, je pense que le message va être entendu et on en parlera tout à l'heure avec elle. Elle les entend bien. Ouais. Dernier mot peut-être, autre sujet qui fâche, hormis la compétitivité. Dans la compétitivité, il y a un autre sujet qui est important aujourd'hui pour les PME, TPE et les ETI, c'est le sujet du coût du travail. Je crois que vous allez en parler aussi cet après-midi. Quelle est votre position là-dessus, sur les projets? On sait que le rapport Gallois va sortir bientôt, le 5, je crois, 5 novembre. Je n'ai pas la date, mais oui, le problème du coût du travail, on peut l'illustrer par des discussions de statistiques. Hier, j'écoutais la télé, comme certains d'entre vous, et je suis tombé, il y avait la présidente d'un grand groupe étranger d'automobiles à qui on disait, en fait, si on prend les statistiques dans ce sens-là, on s'aperçoit que le coût du travail, il n'est pas tellement plus élevé. Et la dame était, c'est une femme d'un grand groupe international dont elle préside la filiale française, elle disait, mais écoutez... Il n'y a pas beaucoup de femmes, donc on voit à peu près... Écoutez, non, je ne comprends pas vos statistiques. Moi, j'ai les statistiques de mon groupe. Je peux vous dire que le coût du travail en France, il est bien largement plus élevé. Donc on connaît, on a proposé, le MEDEF a proposé un transfert en même temps des charges sociales qui s'appliquent aux salariés et à l'employeur, de manière à créer un mouvement à la fois vertueux et avoir un transfert qui ne peut se concevoir a priori que sur des masses larges, c'est-à-dire CSG et TVA. Là, on tombe dans la politique et je ne m'y hasarderai pas. Mais ça, c'est un moyen sur lequel on espère que le rapport Gallois va faire des propositions strictes, rapides
et énergique. Parce que, bien entendu, ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est l'un des problèmes qu'il nous faut résoudre. Quand on nous oppose que nos automobiles ne sont pas ceci, ne sont pas cela, etc., ou que nous, chefs d'entreprise, on n'est pas assez innovants, c'est plus facile d'innover quand vous avez de la rentabilité que quand vous avez du mal à en avoir. Donc un jour, à force de tuer la rentabilité de l'entreprise, on finit par plus pouvoir innover. Mais la rentabilité de l'entreprise, c'est uniquement le coût du travail? Je n'ai pas dit uniquement. Il n'y a pas uniquement, mais si vous me permettez, je crois que là aussi, il faut qu'on parle franchement. D'abord, je vous rassure sur le rapport de Louis Gallois, ce n'est pas parce que c'est mon successeur au commissariat général et qui dit que ce qu'a fait son prédécesseur est bien, donc je ne vais pas dire du mal de lui, mais j'ai assez confiance. On a déjeuné ensemble récemment, je crois qu'il va dire des choses fortes. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire entre nous. Bon. Il y a eu une erreur incroyable qui était celle des 35 heures. Dans les grands groupes, on était déjà en train de descendre aux 35 heures, tranquillement. Il y avait le dispositif Robien, ça se passait très bien. C'est tout à fait acceptable pour la plupart des grands groupes. Dans les PME et dans les ETI, c'était juste un drame. Donc, on avait quelque chose qui se passait bien pour des raisons vraiment absurdes. On a généralisé ce système. Aujourd'hui, ça a quoi comme conséquence concrètement? Ça a une conséquence qui touche du coup tout le monde, y compris les grands groupes. C'est que les cadres, ceux qui travaillent avec un forfait, ont un petit système qui s'appelle les RTT. Si vous recevez des Allemands, j'en ai reçu beaucoup quand on essayait de faire des accords entre la France et l'Allemagne, sur des projets de recherche, c'était juste terrifiant. Les 5 semaines de plus apportées, et ce qui m'effraie le plus en réalité, c'est que je vois mes propres enfants, qui maintenant sont grands, qui ont des enfants, s'habituer à ce système et me dire, mais papa, on a besoin de nos 9 semaines. Et je dis, vous déconnez complètement, moi j'en avais pas quand je démarrais. Bon. Donc évidemment, on a un petit sujet, vous voyez. Donc, d'un côté. Et de l'autre côté, il n'y a pas de miracle, on a 18% d'écart de prix de revient avec l'Allemagne. Je vais aller vite parce que je sais qu'il faut que vous partiez. 18%, bah, c'est simple, c'est ou de la TVA ou de la CSG, et c'est l'augmentation de la quantité de travail. C'est tout, c'est mécanique. Là, on est comptable, l'équation à deux inconnus, on ne sait pas faire, mais la simple, on sait la faire, et c'est comme ça que ça doit se passer. Les chefs d'entreprise aussi. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, René Ricol, de la franchise de cette analyse. Merci, Monsieur Bernard, de votre œil d'entrepreneur. René Ricol, vous restez avec moi? Monsieur Bernard, je vous raccompagne. Je vous remercie infiniment. Alors, cet échange était formidable. Je vous propose de le continuer ensemble. Mais on garde le même sujet, on change un peu les acteurs. J'appelle donc votre présidente Agnès Péricard et Monsieur Brady, qui est président de la CDC Entreprise. Merci de les applaudir. Madame Ricard, venez à côté de moi, on va faire bloc les femmes. Monsieur Brady, bonjour. 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 Merci d'être là parmi nous. On a commencé cette journée, je trouve ça passionnant sur ce thème de croissance parce que c'est un thème tellement bien pour les experts comptables. C'est un thème de chiffres, mais c'est aussi un thème de sens, de culture, on l'a vu tout à l'heure. Et je trouve que pour une profession d'entrepreneur, puisqu'on m'a dit aussi que ce n'était plus qu'une profession libérale, bien sûr, c'est un merveilleux thème. C'est un merveilleux thème pour vos clients, c'est un merveilleux thème pour vous dans la communication avec vos clients. Alors, j'aimerais, puisque M. Brady nous fait le plaisir d'être parmi nous, qu'on aborde l'autre thème que l'on n'a pas encore abordé dans cette journée consacrée à la croissance, sur le financement et les pouvoirs publics. Donc, on le voit bien, il faut un petit peu d'huile dans la machine. Que font les pouvoirs publics ? Le grand projet, enfin, tout le monde le connaît, ça va être la Banque publique d'investissement, mais avant même que ce projet-là, enfin, René Ricol en a parlé tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont progressé. Quelques chiffres simplement, on traverse une crise où moi je m'occupe que du financement en fonds propres, Oseo s'occupe du financement bancaire, on parlera peut-être des prêts participatifs, puisque j'ai vu que M. Dupont est là et que Isodev a construit une offre dans ce domaine-là.
on a beaucoup progressé malgré la crise, puisqu'on a fait 1,2 milliard d'investissements dans le private equity sur la partie que nous gérons. C'est 12% de plus que l'an dernier malgré la crise. Mais ça, c'est pas fait tout seul. Ça s'est fait évidemment en continuant à mobiliser les investissements privés. Ça s'est fait aussi avec un effort public considérable d'investissement direct public, dont le grand emprunt et la création du fonds stratégique d'investissement. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, et le grand projet, c'est de faire encore mieux, c'est-à-dire de travailler de manière encore plus fluide entre nous, parce que comme vous l'avez dit, ce n'est pas uniquement de l'argent, c'est aussi un travail en commun. Alors on travaille avec évidemment l'Ordre des experts comptables. Depuis 1 an, on a une convention qu'on a mise en place, on a créé un dossier standardisé, j'oublie toujours le nom, mais pour que les demandes de financement puissent être plus facilement renseignées avec l'appui technique des experts comptables. Un chiffre simplement pour montrer que la dimension financière est importante, mais la dimension proximité, contact avec les chefs d'entreprise, et c'est un des grands volets de la Banque publique d'investissement qui va être plus de proximité régionale. On a touché avec l'ensemble des fonds de France Investissement dans lesquels on travaillait avec René Ricol, 22 000 entreprises qui ont été contactées ou qui sont venues nous voir. Toutes n'ont pas eu évidemment des financements puisque seulement 700, c'est-à-dire un peu plus de 3%, ont eu des décisions favorables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces entreprises, ce n'est pas uniquement un refus des investisseurs, c'est que parfois la demande c'était des prêts, la demande c'était un autre sujet qu'il fallait traiter, leur business plan n'était pas satisfaisant, leur projet stratégique était à risque, trop à risque pour qu'un investisseur se lance. Et donc il y a un travail en amont à faire, qu'on ne peut pas faire uniquement avec les forces, y compris d'une banque publique d'investissement demain, et qui nécessite un travail en réseau. Et vous voyez, 22 000 entreprises qui sont venues nous voir, 19 000 experts comptables, je crois. L'enjeu pour nous, c'est que l'an prochain, un dossier par expert comptable, si on double la mise, on aura vu beaucoup plus de chefs d'entreprise. Et le deuxième critère de succès pour nous, c'est un peu plus de 3% aujourd'hui de dossiers qui ont reçu des réponses favorables. C'est que ce taux s'améliore et ça passe par le fait qu'en amont, il y a un travail en profondeur qui soit fait avec des réseaux comme celui des experts comptables. Donc le challenge, on est déjà très mobilisé financièrement. Un deuxième chiffre, on parle souvent de la chute des levées de fonds. C'est vrai qu'elle a chuté avec la crise, avec BAL 3, avec Solvabilité 2. Mais on a réussi à maintenir cette année les levées de fonds à un niveau de 2008, qui était quand même le niveau du début de la crise, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup d'efforts publics qui ont été mis dans la balance. On ne pourra pas les soutenir indéfiniment, et on va retomber sur le débat que vous aviez tout à l'heure, comment mobiliser l'épargne privée. Le troisième grand challenge, régionalisation, proximité, mais aussi lever des fonds privés et évidemment continuer à drainer de l'épargne privée vers les investissements les plus sensibles, c'est-à-dire l'innovation. Ça, c'est le vrai sujet qu'on n'a pas abordé. Mais René Ricol, vous en parlerez tout à l'heure. Mais Agnès Bricard, j'ai envie de vous demander ce challenge de proximité. La proximité, j'allais dire, c'est la substantifique moelle de l'expert comptable avec l'entreprise. Vous êtes prête à relever ce challenge? Alors, non seulement je suis prête à le relever au nom de la profession, mais je suis prête aussi à vous dire qu'on l'a fait le 5 juillet 2011. C'est-à-dire qu'on a signé avec la Caisse des dépôts entreprises, donc Philippe Brady en ma présence, on a fait en sorte d'imaginer qu'il y ait une coopération totale entre les permanents de la Caisse des dépôts entreprises et les 19 000 experts comptables. C'est-à-dire qu'on nous ayons, ceux de l'intérieur et nous les extérieurs, la même grille de lecture. Et nous l'avons fabriquée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien ensuite, on a dit à nos présidents des conseils régionaux de l'Ordre des experts comptables, ils sont tous présents à ce congrès, évidemment, je les vois devant moi, on leur a dit signez les accords de façon régionale. Il faut que vous imaginiez... Fluidifier. Voilà. Donc, on l'a fait aussi. Et au moment où on passe dans ces accords régionaux, avec la grille de lecture commune, sachez-le, eh bien, on nous annonce la banque publique d'entreprise. Et on nous dit, cette banque publique d'investissement, pardonnez-moi, on nous dit, attention, il va y avoir Oseo, il va y avoir CDC Entreprises, et pourquoi pas Ubifrance, et également aussi FSI. Donc tout s'arrête, et tout s'est arrêté il y a 3 mois. Donc il faut quand même savoir que les grands projets nationaux sont essentiels pour les entreprises, mais sont tout aussi essentiels pour les experts comptables, puisque pour la première fois, Philippe Brady avait dit, on fonce ensemble, on imagine qu'on va mailler le terrain ensemble, et je vous mets à disposition, mais combien de salariés vous avez? Alors, il faut le dire.
Au niveau national, maintenant, c'est FSI Région, CDC Entreprises, c'est un peu plus de 200 personnes quand même. On a doublé en 3 ans. Alors, Mais au niveau national, parce qu'on est présent dans plus de 250 fonds, c'est plus de 1000 personnes. C'est-à-dire qu'on a un réseau qui est un réseau privé, mais qui évidemment n'est pas à la mesure du réseau des experts comptables, qui est un réseau d'investisseurs, et donc il faut qu'on démultiplie. Voilà. Donc, bien sûr, vous démultipliez, c'est 200 multiplié par 19 000. ce qui veut dire que Je nous, ne les suis pas experts... expert comptable, moi, donc je ne sais pas calculer. Non, mais ça veut dire que les 1000 salariés, quand on met les milliards qu'on a mis sur CDC Entreprises, ce n'est pas suffisant pour identifier les entreprises à potentiel. Donc, qui mieux que les experts comptables, et je remercie le président Philippe Brédy, qui mieux que les experts comptables, donc vous tous, nous pouvons les identifier dès lors que nous avons la même grille de lecture que les 1000 salariés de la CDC Entreprises. Donc, nous l'avons fait, c'est à votre disposition, si ce n'est que maintenant, on attend le point d'entrée unique qui est la Banque publique d'investissement. Justement, comment faire remonter Je ne veux ça? pas quand même oublier Oseo qui n'est pas ici, mais ça double la mise avec Oseo, mais même à 2 ou 3 000, c'est effectivement beaucoup moins que votre réseau. Voilà. Alors, la clé du financement des entreprises, c'est, on le sait, sa redirection justement vers les PME. Vous venez de le dire, c'est une évidence. Et ça peut se faire qu'avec le soutien actif des experts comptables. Voilà le message d'aujourd'hui. Je pense qu'il est parfaitement clair. Mais on parle d'identification des entreprises à fort potentiel. René Ricol, dans le commissariat, dans vos années de commissariat à l'investissement, vous les identifiez comment ces entreprises? Quelles sont pour les experts comptables qui sont aujourd'hui dans la salle? Certes, il y a la grille de lecture que vous mettez en place, mais on l'applique comment? Est-ce qu'elle peut se coller comme ça sur une entreprise? Je vous permettez de revenir une seconde en disant que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses vont être encore faites. Et il y a 2 sujets sur lesquels il faut quand même aujourd'hui mettre un petit accent. Le premier, c'est que l'ancien médiateur du crédit que je suis dit qu'à nouveau, il y a des problèmes de financement avec les banques. Et que nous sommes dans une situation moins facile pour demander aux banques de financer parce qu'il y a les contraintes de Bâle III. On lit dans la presse ce matin avec bonheur qu'elles ont toutes passé les stress tests. Donc c'est le bonheur pour les banques, c'est un peu le malheur pour les entreprises. Une des missions qui doit être confiée quand on aura fini, Philippe, de discuter l'organisation de la BPI, c'est dans la branche financement, est-ce qu'on augmente le pourcentage de garantie de Oseo? Ma conviction, c'est que si on veut redébloquer un peu le crédit pour les entreprises et que donc on ne soit pas simplement en train de se féliciter qu'on passe les stress tests, mais que les entrepreneurs retrouvent du crédit, c'est de passer à 60 à 70% le taux de garantie de Oseo. Voilà, ça c'est la première mesure qu'il faut prendre rapidement. C'est pour débloquer la situation avec les banques, en fait. Bien sûr, parce que les banquiers, si aujourd'hui c'est extrêmement simple, ils ont des contraintes liées à Bâle III, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils les respecteront. Donc, les moyens d'intervention du médiateur qui va être nommé en succession de Gérard Amex sont des moyens limités, parce qu'on sait qu'on a ce blocage. Le moyen de débloquer, c'est de permettre à Oseo de garantir un peu plus. Parce que si Oseo garantit un peu plus, alors l'effet de levier est considérable. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a fait beaucoup dans le domaine de l'investissement. Je rappelle quand même à Philippe Brédy qu'avec France Investissement, qui a passé tous les régimes, on a quand même réussi à faire 6 milliards d'investissements avec les effets de levier. En capital développement, on est devenu l'acteur principal. Et le deuxième programme qui est en cours permettra à France Investissement de continuer, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il y a un trou dans la raquette. On ne le dira jamais assez. Nous avons des entreprises, des clients, qui n'iront jamais voir un fonds d'investissement. Et on peut le comprendre, même en capital développement. Parce que le chef d'entreprise, lui, son horizon long, ce n'est pas 7 à 9 ans, c'est bien plus long que ça. Et il dit, vous venez me voir en capital développement, vous prenez 30% chez moi. Mais quand vous allez vouloir les revendre, vous allez faire quoi d'autres 30%? Un jour, vous allez me pousser à me vendre avec vous. Et donc, nous avons une faiblesse en France, on ne le dira jamais assez. On avait, avec Jean-Pierre Jouyet et avec Gérard Amex, diligenté une enquête là-dessus. On n'est pas déçus. Sur Alternext, nous avons une faiblesse d'ouverture du marché boursier pour les petites et moyennes entreprises. Alors, on vous rassure en disant, les Anglais en ont perdu 100. Vous dites, c'est bien, nous, on en perdrait 100, on n'en aurait plus. Voilà, on est chez les fous. Il y a un ensemble d'entreprises qui relèvent du marché boursier. Il faut donc simplifier les conditions. La chance que l'on a, c'est que Gérard Amex, qui a été médiateur du crédit, l'auteur d'un ensemble de rapports,
Là, il a bien vu le sujet. Pour simplifier, il va simplifier. Faut-il ensuite qu'on ait des acteurs mobilisés? Les acteurs, c'est Nice Euronext, qui doivent comprendre qu'en dehors de New York, qui est très intéressant, mais il peut y avoir aussi du côté de Metz, en dessous de Vienne, enfin partout en France, même à Bourg-en-Bresse, il peut y avoir des belles entreprises, eh oui, qui méritent peut-être qu'on les finance. C'est un vrai trou dans la raquette. Et ça, vous savez, dans le projet de BPI, Philippe, il faudra bien qu'on intègre aussi cette dimension d'assurer une liquidité sur ce marché pour qu'il puisse tourner. Parce qu'il y a des entreprises formidables qui ne viendront jamais au fonds d'investissement. Et quand tu parlais des 700 sur 20 000 ou je ne sais pas combien, tu oublies de dire, Philippe, qu'il y en a beaucoup que tu aurais adoré financer, ou que certains de tes fonds affiliés auraient adoré financer et qui ont dit pas du tout, on ne veut pas de vous. Et pourquoi ils ne veulent pas de nous? Ils ne veulent pas de nous parce qu'ils veulent maîtriser leur actionnariat minoritaire. Ça se fait en bourse. On va laisser M. Brady répondre, mais avant Agnès Bricard, j'aimerais que vous répondiez à cette question qui concerne directement les experts comptables, justement sur comment accompagner le chef d'entreprise à dépasser cette peur de l'investisseur. Donc 2 points. La première, c'est qu'avec Oseo, nous avons travaillé sur les prêts participatifs. Donc le trou dans la raquette, il est vrai, il existe, mais un ensemble d'experts comptables sont allés justement présenter à Oseo des entreprises qui avaient besoin de ces prêts participatifs. Qui veut dire que dès lors qu'il y avait une augmentation de capital de, admettons, 10 000, on pouvait demander à Oseo 10 000 en prêts participatifs. On peut faire la même chose pour 100 000. C'est pas fini. Au niveau de ces prêts participatifs, il était même possible, avec des crédits bancaires, de demander aussi à Oseo, de dire voilà, j'ai souscrit des emprunts bancaires, je vous demande le prêt participatif, non pas de la moitié, mais c'était du quart. Donc sur les prêts participatifs, on a résolu un premier problème. Je suis un peu au courant parce que les prêts participatifs, c'est moi qui les ai financés avec l'investissement d'avenir, donc j'en ai un petit souvenir. Oui, voilà. Oui, mais bel effet de levier, à 12 comme effet de levier. Vous savez, c'est pas mal ça quand mais même. René, on l'a utilisé. Mais il en reste, Agnès, qu'il faut vraiment des capitaux durs qui ne coûtent pas d'intérêt. Et je viens maintenant à Nice Euronext. J'aime beaucoup quand je reviens à Nice Euronext. Donc il faut savoir que tout ce qui est bourse, pour la première fois, le Conseil supérieur a participé autour de table des propositions. Dans les nouvelles propositions, on appelle maintenant la bourse de l'entreprise. On verra si on fige définitivement le terme bourse de l'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur a dit, avec un ensemble d'acteurs, comme les avocats notamment, on peut avoir des comités de proximité. Il faut que les entreprises, comme on a un chanteur, il a un impresario, le chanteur. Pourtant, il chante bien. Il prend un impresario. Eh bien, il faut que ces entreprises, quand elles veulent aller à la bourse, ou qu'elles aient une respiration à un moment pour dire pourquoi pas moi, il y ait un comité constitué d'experts comptables, d'avocats, d'autres, qui puissent dire ben voilà tous les cas possibles pour vous. Et ça, il faut que ça soit fait, ce qui n'est pas le cas. Il y a d'autres propositions que nous avons faites, je ne les dirai pas toutes, mais vous verrez qu'on a donné dans un rapport un ensemble de propositions des experts comptables. Donc on essaie d'imaginer qu'on a les PME, et sur ces PME, c'est difficile pour certaines parce qu'elles n'ont pas de projet de développement. Pour aller à la bourse, il faut un projet de développement. Et il faut fabriquer ce projet de développement. Donc les experts comptables, il faut bien voir que dans la partie capital immatériel, parce que je vais revenir à ça, il faut aussi détecter dans l'entreprise cette partie d'invisible qu'est le capital immatériel. On en a parlé tout à l'heure. Et ensuite les amener à la bourse. Voilà. On va laisser, il nous reste que très peu de temps malheureusement, mais Monsieur Brady, j'aimerais que... Simplement, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qu'on aimerait aller voir. D'ailleurs, la démarche d'appel à projet sur les fonds, ou ce qu'on fait sur le fonds numérique, par exemple, sont un bon exemple où on va, d'une certaine manière, indirectement, chercher les entreprises, alors qu'aujourd'hui, les fonds sont plutôt en réponse à des demandes. Donc là, il y a un vrai travail proactif à faire où les experts comptables peuvent nous aider. Et le travail de détection, il est très complexe. Une entreprise innovante, effectivement, il peut y avoir des valeurs immatérielles qu'on ne voit pas forcément dans des comptes. C'est tout le problème de l'amorçage où il n'y a pas de recul sur les comptes. Et ce travail-là, évidemment, il faut l'entreprendre parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les ETI, il faut les construire, il faut rapprocher les PME. Et il y a une aversion des chefs d'entreprise qu'on ressent particulièrement à ouvrir le jeu, à préférer le prêt, à préférer les obligations convertibles plutôt que le capital qui va les diluer et leur faire perdre la maîtrise. Et là, il y a un travail de pédagogie que les experts comptables peuvent faire. Sur le prêt, même si ce n'est pas le domaine de ces entreprises, mais je voudrais quand même réagir sur les garanties. Sur les garanties. Je pense qu'il y a un deuxième sujet dans BAL 3 Solvabilité 2, c'est la solvabilité aussi. C'est-à-dire que la garantie est une bonne réponse sur l'aversion au risque que les banques peuvent avoir dans une période de crise, mais on entend dire partout qu'elles veulent aussi réduire leur bilan.
et que de ce point de vue-là, il y a aussi un problème de réorientation de l'épargne vers les entreprises, et notamment pas toutes les entreprises. Elles ne sont pas égales face à ce risque, face à ce problème. Les petites PME le sont. Et évidemment, le private equity, comme on l'appelle, c'est important. On a, je crois, le deuxième système le plus performant, j'allais dire, de private equity en Europe derrière l'Angleterre. Mais il faut pouvoir en sortir. Et on accompagne aussi longtemps qu'on peut les entreprises jusqu'au stade d'ETI. Ensuite, il faut que d'autres formes de financement prennent le relais, la bourse évidemment, les financements obligataires, l'accès direct au marché, qui ont l'avantage d'éviter BAL 3 et solvabilité 2. Je peux vous dire un mot ? Je voudrais dire un mot, moi. Je voudrais dire un mot parce que je pense qu'Agnès a dit des choses importantes sur la façon très concrète dont les experts comptables commençaient à s'occuper des choses. J'ai envie de dire une chose à cette profession que j'adore. Ça fait, je sais pas, 30 ans que je participe à tous les congrès. Et cette année dans des conditions particulières, parce que pour la première fois, je ne suis plus membre de la profession, mais je reste président d'honneur. Et c'est une profession merveilleuse. J'ai revendiqué sans arrêt mon titre d'expert comptable, quelles que soient les fonctions que j'ai occupées. L'expert comptable, femme et homme, a fait un serment qui est tout à fait particulier, qui est de dire « je respecte la loi, je la fais respecter ». C'est un serment d'intégrité. Et l'expert comptable, il a joué sans hésiter un rôle public dans le débat actuel. Parce qu'il n'est d'aucune partie si ce n'est celui de l'entreprise. Et donc je crois qu'en ce moment, on doit entendre évidemment tous les mouvements qui ont des choses à dire, mais je crois que la profession comptable a à s'exprimer publiquement sur ce qu'elle considère bien et ce qu'elle considère mauvais, parce que c'est un gage d'intégrité. Et si les experts comptables disent « nous considérons que tel dispositif est bon, tel dispositif est mauvais », par exemple sur les plus-values, ce qui serait légitime, cette expression de la profession, eh bien ça aura du poids et ça aura de la valeur. Et donc je voudrais encourager à ce qu'il y ait des prises de position publiques aussi concrètes, Agnès, que les prises de position très claires pour permettre à des entreprises d'aller en bourse. Et donc j'encourage la profession à publiquement prendre position. Et là, mais la profession, avec vous, Agnès Bricard, a déjà commencé à le faire, et j'aime cette image de l'expert comptable, acteur social au sens société et engagement social. J'aime aussi cette image de l'expert comptable impresario de l'entreprise. Je suis sûre que tous ici, vous avez toujours rêvé d'être des artistes. Mais en attendant, il me reste tous à vous remercier, Monsieur Brady, merci beaucoup. Agnès, vous restez avec nous, je crois. Bon, hein, voilà. René aussi, Monsieur Brady, merci infiniment. Applaudissons-les parce que c'était vraiment formidable. Je vous garde avec moi. J'ai envie de vous garder avec moi. Alors, on vient de le voir, le financement des entreprises se fait sur le terrain avec tous les acteurs du monde économique. Tous les acteurs avec vous, experts comptables, parce que vous êtes sur le front, vous êtes au front avec les entreprises. Dans cette bataille de la croissance, il y a une banque qui s'engage. Eh bien, je vais vous demander d'appeler Monsieur Philippe Dupont et de l'applaudir. Alors, Monsieur Philippe Dupont, vous avez créé Isodev. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce beau projet? Bah écoutez, oui. Asseyez-vous. J'ai les jeunes filles de la maison, là. Excusez-moi, asseyez-vous, je vous en prie. Ah ben alors, je viens. Comme je suis entre deux pragmatiques... oui, on a vu ça, hein. La présidente Agnès Bricard, que j'ai pratiqué dans de nombreux dossiers, et puis avec René, qui, tout le monde le sait ici, a depuis 30 ans eu un engagement très fort au service de l'entreprise. Je vais vous raconter une histoire vraie, qui s'est passée cette semaine et qui concerne effectivement ce que nous allons signer tout à l'heure avec l'Ordre des experts comptables. C'est un secret, ne le dites pas encore, je ne suis pas encore annoncé. Il s'agit d'une petite entreprise dans la région de Compiègne, comme tu les connais bien, qui fabrique
de l'embouteillage plastique et qui avait besoin de changer sa machine-outil. Le projet, c'est un projet de 255 000 euros. Elle avait dans son programme la machine, bien sûr, et puis quelques installations complémentaires. La machine, elle a trouvé un banquier pour lui financer, 195 000 euros. En revanche, il lui fallait tirer sur sa trésorerie pour financer le matériel complémentaire de levage annexe à la machine. Et c'est là que nous sommes intervenus. Nous avons proposé à cette PME, une PME de 30 ans, alors je ne connais pas l'âge du capitaine René, mais 30 ans, on peut imaginer qu'il a encore un âge en dehors de ceux que tu considères comme étant devant passer la main. Et dans ce contexte-là, on lui a fait un prêt participatif de 55 000 euros, dont l'objectif est que dans cette période qui est un peu anxiogène, eh bien, il ne pompe pas sur sa trésorerie, sur son fonds de roulement, pour se fragiliser quand aujourd'hui on a du mal à examiner l'horizon, et donc de solidifier l'entreprise tout en lui permettant évidemment de satisfaire le besoin de ses clients et le besoin de continuer à entretenir l'emploi dans la région de Compiègne, puisque c'est une petite entreprise mais qui emploie déjà une trentaine de salariés, et à cette occasion-là, elle va peut-être élargir encore son périmètre. Donc vous voyez, cette histoire, c'est une histoire vraie. Alors, vous me parlez d'Isodev, je vais vous en parler bien sûr. Eh bien, Isodev, ça a été créé par et pour des entrepreneurs. Alors, je suis avec des fondateurs, nous sommes 3 à avoir développé cette idée, 2 tout d'abord, et puis je les ai rejoints, et on a développé un concept. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de faire le constat que vous avez fait autour de ces débats, qu'il y avait un trou dans la raquette. Pas seulement pour les ETI qui veulent effectivement ne pas être entre les mains de ce que j'appellerais des fonds un peu sauvages, mais qui, en revanche, pour des catégories plus petites, c'est un trou de raquette plus petit, mais où il y a beaucoup de monde. Il y a 800 000 entreprises en France qui réalisent entre 250 000 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces entreprises, avant de devenir des ETI, elles financent aujourd'hui souvent leurs investissements par autofinancement. Et malgré les efforts de Zéo ou de Philippe Brédy, que je salue et qui est parti, eh bien, c'est un marché qui n'est pas adressé. Nous avons donc considéré qu'il fallait adresser ce marché en mettant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'épargne longue des Français en face de l'économie réelle, et grâce à un système de notation sur lequel nous avons travaillé de nombreuses années, nous avons aujourd'hui la possibilité d'accompagner des entreprises lorsqu'elles font un investissement productif, des petites entreprises entre 250 000 euros de chiffre d'affaires et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, lorsqu'elles investissent, pour leur éviter éventuellement de procéder sur une ponction de la trésorerie, on leur propose de les accompagner à travers un prêt participatif. Et grâce à cette notation, nous avons pu convaincre des investisseurs. Nous avons levé la semaine dernière sur les marchés financiers avec, si j'ose dire, l'accompagnement de très grands assureurs français, AXA, la CNP, AG2R, la Mondiale, Natixis Assurance. Nous avons levé des fonds pour permettre de financer l'investissement productif en France de ces TPE-PME dans les chiffres d'affaires que j'ai évoqués, afin, là encore, d'adresser un marché qui, aujourd'hui, eh bien, est un marché que tous les experts comptables qui sont ici et les 19 000 adhérents de votre ordre connaissent bien, qui sont souvent dans des états de fragilité, avec une vertu particulière, c'est que le prêt participatif, vous le savez bien, est assimilable à des fonds propres et qu'il permet de rassurer le banquier, de rassurer l'assureur crédit et de leur permettre un nouveau développement sans pour autant les fragiliser. Et ça, c'est le business model que nous avons monté en puissance et qui est opérationnel aujourd'hui. Vous avez un beau projet, Agnès Bricard, avec Isodev. Est-ce que vous pouvez nous en parler 3 secondes et puis je vais vous laisser pour ce moment solennel et je vais vous inviter à aller...
avant qu'Agnès, tu parles, il y a un truc que je ne savais pas, il faut que je le dise. Parce que Philippe m'a demandé d'être son intermédiaire pour qu'il puisse contacter Agnès et trouver un accord avec elle. J'avais dit, je t'indiquerai pendant le congrès le prix. Le prix est assez simple. J'ai dit, mon Philippe, c'est pas cher. Donc la moitié de ton bénéfice est versée à l'ordre en réduction des cotisations des membres. Voilà, c'était pas cher. On est d'accord. Je dis bien évidemment avec plaisir parce que pendant plusieurs années, on va perdre de l'argent tout d'abord et ensuite, j'espère qu'on en gagnera. Putain, Agnès, c'est un mauvais coup, ne signe pas. Allez, allons signer. C'est toi qui vas nous prêter. Tu sais qu'on garde le stylo normalement. Non, Tenez. Voilà, c'est fait. Merci. Donc vous saurez l'ensemble des experts comptables qu'avec Isodev, nous avons pris justement cette position pour aider une fois de plus le financement. Donc merci à vous, Monsieur le Président. Puis merci à René d'être une fois de plus un parrain, c'est ça? Oui. Bon, juste une précision, si Madame la Présidente me le permet. C'est que dans quelques semaines, au plus tard 2 ou 3 semaines, sur le site de l'Ordre, vous aurez la possibilité de consulter un feu tricolore sur toutes les entreprises pour lesquelles, évidemment, vous êtes sollicité pour un investissement. Et dans le cadre de ce site, vous aurez un feu tricolore. Vert, vous aurez automatiquement l'accord d'Isodev en inscrivant le nom de l'entreprise à travers son numéro SIRET. Si c'est orange, on vous demandera 48 heures. Si c'est rouge, ça ne sera pas possible. Et ça, grâce à l'intervention des équipes de l'Ordre, que je remercie d'ailleurs, ça sera opérationnel dans 15 jours et ça vous permettra, contrairement aux autres dossiers, de savoir a priori, avant d'avoir été en accompagnement de son banquier, qui va financer lui 70% de l'investissement, de savoir que nous pouvons intervenir en fonds propres dans l'entreprise qui est une de vos clientes et que vous aiderez par la même. Voilà. Merci encore à tous. Merci. Voilà. Alors, quelques minutes pour conclure, comme il se doit, cette séance plénière. Si nous avons fait de la croissance le thème de cette conférence, c'est parce que cette croissance n'a jamais été autant d'actualité. Et vous l'avez vu notamment au cœur des dernières campagnes présidentielles. La croissance est notre objectif à tous. C'est d'abord pour notre cabinet, mais c'est aussi, comme vous le savez, pour nos clients. Nous traversons cette période de mutation et nous devons toujours et encore innover et créer. Voilà pourquoi il est important de rappeler que les experts comptables sont des acteurs clés pour accompagner cette croissance. Et vous venez de le voir pendant tous ces débats où nous avons souhaité y apporter, une fois de plus, cette innovation qu'est la nôtre, cette créativité qu'est la nôtre, ce capital immatériel qu'est le nôtre. Tous ces accords soulignent la position stratégique de la profession dans une démarche qui est au service de la croissance. Aussi, c'est vrai que nous sommes des capteurs d'informations. Le ministre hier, Pierre Moscovici, nous l'a dit, nous sommes aussi des veilleurs, nous sommes aussi des sentinelles au service des entreprises. D'abord en les conseillant, ensuite en les accompagnant et ensuite en mobilisant les acteurs économiques et les acteurs politiques. Et bien sûr, les pouvoirs publics. Alors nous serons, c'est vrai, au rendez-vous, René, pour dire haut et fort ce que est réellement pour nous la croissance à travers ce débat qui s'appelle le débat fiscal actuel. La promotion, comme vous l'avez compris, de cette profession que nous sommes est d'abord un travail offensif. Et vous savez que nous sommes offensifs. Et on a bien ce rôle essentiel à tenir au cœur de cette économique. Cette dynamique s'inscrit bien sûr dans un partenariat gagnant-gagnant. Et notre profession a tout à gagner à ces nouveaux enjeux. Nous serons là au moment
où on nous demandera, mais on sera là aussi, au moment où nous avons à prouver, une fois de plus, notre capacité d'innovation. Si nous sommes au cœur de cette croissance, c'est parce que aussi nous avons à nourrir cette croissance. Et là, le gouvernement, vous l'avez constaté hier, a bien compris l'importance de notre profession, en la personne d'abord de Pierre Moscovici. Il faut qu'il sache que nous serons là pour le débat d'idées et je vous assure que le Conseil supérieur, nous, vous savez bien que nous représentons les 19 000, je peux vous assurer qu'on sera bien au cœur des débats. Vous pouvez compter sur moi et je sais que je peux compter sur vous. Merci. Merci, chère Agnès, de ce discours de clôture. Mais il a permis de faire l'ensemble et de conclure merveilleusement ces échanges que nous avons eus tout au long de l'après-midi. Il fallait que vous interveniez pour faire le plan d'ensemble, j'allais dire. Alors moi, j'ai une petite chose un peu ludique à vous proposer, en fait. Parce que le sérieux, c'était Agnès Bricard. Moi, je suis journaliste, donc je ne suis pas sérieuse. On a dressé ici un écosystème sur la croissance, dont l'expert comptable, ce n'est pas Agnès Bricard qui me contredira, et le centre. Mais je vous laisse regagner votre place, chère Agnès. Non et cet écosystème, ça a un nom. Cet écosystème, ça s'appelle l'intelligence économique. Alors l'intelligence économique, quand on dit intelligence économique, on pense Olivier Bucquet qui va vous en parler bien mieux que moi. J'appelle Olivier Bucquet et je vous demande de l'applaudir. Bien sûr, venez. Alors, Monsieur Bucquet, j'ai dit qu'on... Pardon ? Bucquin, pardon. C'est breton, mais c'est comme ça. Ah, mais oui, mais bon, mais moi, en Bretagne, on prononce les N, mais bon. C'est vrai qu'après, il y a Philippe Glohagen. Donc, voilà. Tout est possible. Le dévoilez pas. C'est terrible, il me dévoile tous mes effets surprises. Je ne peux rien faire cet après-midi. Ils sont indisciplinés, ces experts comptables. Bon, Monsieur Bucquin, donc. L'intelligence économique, j'ai parlé d'intelligence économique. Ça veut dire quoi, l'intelligence ? Vous êtes délégué interministériel à l'intelligence économique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que recouvre exactement votre fonction ? En fait, l'intelligence économique, c'est une arme essentielle pour les entreprises, pour vos clients, au service de leur compétitivité, parce qu'elle leur permet à la fois de mieux connaître leur environnement, elle leur permet de se développer en France et à l'international, et puis elle leur permet de mieux protéger leur savoir-faire et tout ce qui fait justement leurs atouts de compétitivité. Alors nous, dans notre action pour l'État, c'est de se dire, voilà, on a le contexte que vous connaissez tous, qui est celui de la mondialisation. Et dans ce contexte, on a un objectif, qui est aussi le vôtre, qui est aussi celui de vos clients, c'est la croissance et c'est l'emploi. L'emploi sur le territoire national en ce qui concerne l'État, évidemment. Et pour ça, on pense que l'intelligence économique, c'est un levier extraordinaire de compétitivité et c'est un peu le fil rouge de notre action. Alors, pour ceux qui connaissent, vous savez que l'intelligence économique, elle est triple. Elle représente la veille, elle représente l'influence et elle représente la protection. Et c'est avec cette triple idée qu'on a bâti notre action, de se dire, voilà, il faut de la veille stratégique, c'est-à-dire qu'on va recueillir les informations utiles, nous l'État, et vous, vos clients, les entreprises, pour mieux connaître leur environnement, et nous pour alerter le gouvernement, pour qu'il prenne les bonnes décisions en matière de compétitivité. On va soutenir cette compétitivité, par exemple avec l'innovation, ou bien avec le soutien à l'export. Et puis, on va protéger cette compétitivité avec ce qu'on appelle la sécurité économique. Alors, vous avez eu une complice dans la personne d'Agnès Bricard, mais je sais aussi que vous avez eu une idée très, très originale. Alors, j'ai entre les mains un truc, je vais le dire, c'est un truc. Ça s'appelle le guide du routard. Tout le monde le connaît, le guide du routard. Mais est-ce que vous connaissez le guide du routard
de l'intelligence économique. Alors je ne sais pas s'il nous recommande les meilleurs chicken kebabs de l'intelligence économique, mais j'appelle Philippe Glohagen, le créateur du guide du routard. Merci de l'applaudir. Bonjour tout le monde. Bon, je ne vais pas en faire une maladie, mais chez nous en Bretagne, on dit Glohagen. On reconnaît les Parisiens, il y en a quelques-uns, ils disent Glohagen. Alors effectivement, je suis très fier de vous présenter aujourd'hui le tout nouveau guide du routard de l'intelligence économique. Et ce beau bébé n'aurait jamais vu le jour sans son papa, Olivier Buquin, donc délégué interministériel, vous le connaissez évidemment, sa maman Agnès Bricard, que je connais bien parce que avant le guide de l'intelligence économique, il y a quelques années, elle s'en souvient, j'étais très fier quand elle m'a appelé pour faire le guide du routard des fondations et associations d'entreprises, qui a eu un très gros succès. Et c'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis André Marcon, président CCI France, Patrick Lefebvre, directeur chez Groupama, Bernard Espanet, secrétaire général du comité aéro-PME du GIFAS, Thomas Legrain, qui était formidable pour sa connaissance du sujet. Alors pourquoi le guide du routard? Eh bien, c'est peut-être parce que nous sommes très grand public. Il ne s'agit pas de faire un guide qui va expliquer à vous, les experts comptables, ce qu'est l'intelligence économique. Parce qu'on est grand public, on va expliquer aux patrons d'entreprise, aux patrons des TPE, PME, ce qu'est l'intelligence économique dans un langage qui leur est peut-être plus accessible, et c'est pour ça peut-être que Agnès a pensé à nous. L'intelligence économique, c'est un peu un film d'espionnage où les James Bond, c'est l'expert comptable. Proches du terrain, ils peuvent alerter et conseiller les patrons de PME pour les avertir des dangers. Les experts comptables ne sont plus seulement là aujourd'hui pour faire des bilans avec des colonnes bien alignées. Ce sont les nouveaux anges gardiens de l'entreprise. Ils détectent les forces et les faiblesses en s'appuyant sur un outil informatique qu'ils maîtrisent et qui est un clignotant efficace. Alors ces alertes peuvent concerner l'innovation, l'export, les collaborateurs, la recherche. Nous sommes, vous le savez, dans une guerre économique et les PME doivent se battre pour protéger leur patrimoine. Ce guide met en scène des situations concrètes et énonce des recommandations claires pour résoudre les difficultés menaçant vos clients, vos entreprises. Et vous trouverez dans ce guide les moyens de prévenir comme de résoudre les conflits éventuels dus à la concurrence mondiale. L'expert comptable, par sa connaissance précise, est un précieux conseil. Il connaît les faiblesses et la vulnérabilité de chacun. Mais n'oubliez pas ce côté un petit peu pessimiste de la guerre économique, que aussi l'intelligence économique, grâce aux alertes, peut mettre en place, grâce entre autres au CSO et Groupama, ils permettent d'identifier les opportunités de développement. Donc ce guide du routard, je l'espère, constitue, j'en suis convaincu, un véritable compagnon de route pour toutes les TPE-PME qui sont décidées à s'engager dans l'ère de la mondialisation. Merci. Venez vous asseoir avec nous. J'aimerais quelques mots de la maman. Est-ce que vous êtes fiers de votre bébé? Écoutez, les experts comptables, dès lors qu'on parle du guide du routard et qu'on parle de la marque, parce que c'est tout de même le père fondateur du guide du routard, il nous a accompagnés sur toutes les routes. Alors nous accompagner avec l'intelligence économique, oui, on devait le faire,
Donc on l'a fait tout simplement. Et il va dédicacer, venez sur la place du Conseil supérieur, au 2e étage, il va justement, le père fondateur, dédicacer, ainsi qu'Olivier Buquin, va dédicacer aussi, puisque, comme vous l'avez entendu, il est en charge de l'intelligence économique au niveau national, au niveau français. Donc n'hésitez pas, venez avec votre guide du routard, on en a un certain nombre pour vous. Il est bleu. On en a plus de 3000, donc venez chercher votre guide du routard et faites-le dédicacer. Est-ce que, allez-y, est-ce que Olivier je Buquin. je voudrais juste ajouter, profiter de l'occasion sur ce sujet pour vous dire que nous sommes vraiment, au niveau de l'État, de la délégation interministérielle à l'intelligence économique, qui s'appelle la D2IE, c'est plus court. Notre volonté, c'est vraiment d'avoir une action concrète et opérationnelle en intelligence économique pour vous et vos clients, et avec vous, puisqu'on a, avec Agnès, conclu un partenariat il y a quelques mois de ça. Et je voudrais juste vous donner 3 exemples très rapides. Le premier, on parle de veille. Eh bien, grâce à vos alertes, aux alertes comptables, aux alertes que vous donnez à vos clients, vous êtes un vecteur essentiel de veille qui permet aux patrons de TPE et de PME d'éviter, d'anticiper sur des difficultés. Deuxième exemple, je vous disais tout à l'heure que la compétitivité, elle vient notamment par l'innovation. Nous avons publié à la D2IE, il y a 6 mois, un guide de l'intelligence économique pour la recherche. Ce n'est pas un guide du routard, c'est un guide pour la recherche qui s'adresse aux chercheurs publics, mais qui s'adresse aussi aux chercheurs du secteur privé. Il est en ligne, il est disponible et il explique aux chercheurs comment mieux protéger leurs recherches des convoitises extérieures et comment mieux faire en sorte que leurs recherches, leurs innovations bénéficient à nos entreprises françaises. Alors je vous invite à aller sur les sites où se trouve ce guide, à le télécharger et à proposer à vos clients qui ont des services R&D de le mettre en œuvre pour que plus efficacement la recherche se transforme en emploi, ce qui est notre objectif. Et puis dernier exemple en matière de sécurité économique, nous travaillons avec Pierre Moscovici, que vous avez vu hier, je crois, sur un projet de loi sur la protection des secrets d'affaires, donc les fichiers clients, les plans stratégiques de vos clients. Dans quelques mois, je pense que ce projet pourrait être voté au Parlement. Et nous diffusons, la D2IE, nous diffusons une lettre d'information économique, relayée, je le sais, par l'Ordre des experts comptables. Donc vous l'avez probablement reçue, nous en sommes au 2e numéro, très concrète, comment accueillir des délégations au sein de votre entreprise, comment mieux s'organiser pour protéger ces informations quand on est en voyage. Donc j'espère que vous l'avez, cette lettre. Si vous ne l'avez pas encore, inscrivez-vous, vous la recevrez. Et puis notre dernière action, c'est justement la pédagogie, la formation, la sensibilisation, pour au plus près du terrain faire en sorte que l'intelligence économique entre dans le quotidien. Nous avons réussi à ce que le gouvernement décide, il y a déjà quelque temps, que tous les étudiants de l'enseignement supérieur soient formés à l'intelligence économique avant la licence, très bien pour les étudiants, et nous voulions maintenant justement avoir une action toute particulière sur les patrons de TPE et de PME, et c'est vrai que moi ça fait, Philippe, allez, au moins 25 ans, que dans tous mes voyages, je vous l'avais dit au début quand on s'est rencontrés, j'ai le guide du routard dans ma poche, et quel outil extraordinaire pour découvrir justement souvent le côté pile. On a des traits guides très officiels qui nous disent les choses, mais quand on visite, on se rend compte que finalement, c'est pas toujours aussi vrai que c'est écrit. Avec le guide du routard, on sait les pièges à éviter, on sait les bonnes adresses où aller. Eh bien, dans l'intelligence économique, grâce à vous, grâce à Agnès qui nous a soutenus et aux autres partenaires, on a maintenant un outil pour vos clients qui est extraordinaire, de concret, de simplicité, d'outils pratiques, de bonnes adresses. Donc merci Agnès pour votre soutien, merci aux autres partenaires et merci à Philippe pour cet extraordinaire ouvrage et on va vous le dédicacer. Voilà. Merci et n'oubliez pas justement d'aller sur le stand du Conseil supérieur si vous voulez vous faire dédicacer pour les fans du guide du routard et pour ceux de l'intelligence économique. Merci, merci à vous d'avoir été là. J'ai éprouvé un immense plaisir à me retrouver ici avec vous, experts comptables. Alors, au fur et à mesure de la journée, on a vu, vous êtes impresario des entreprises, Indiana Jones de l'intelligence économique, mais vous êtes avant tout experts comptables au service des entreprises. Et dans cette croissance, vous allez les accompagner, vous allez être au front, vous allez être toujours déterminés et proactifs. Merci encore d'avoir été là. Bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain, ici, à 11 h, avec Olivier Provost. Merci infiniment. Au revoir. Un grand merci. C'est vrai. Ravi. Merci. Merci. Sometimes I get a good feeling.